Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, le professeur Louis-Richard Ndjok, qui est le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci de m'accueillir sur votre prestigieux plateau. Merci. À ma gauche, Nathalie Mvogo, chef service société au poste national de la CRTV. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Scène de presse. Bonsoir et bienvenue. Merci, Lucrèce. Avec vous, nous prolongeons l'évaluation de la riposte nationale contre le Covid-19 et ceci à la suite des rencontres tenues cette semaine par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique qui avait également les oreilles tendues du côté de Douala et des Sanchou, Maga, Kaikai, Dorese et Nguéné, des villes et des villages qui ont subi la furie des eaux ces derniers jours suite aux pluies diluviennes qui s'y sont abattues. Le ministre de l'Administration territoriale, Paula Tangandji, a, au nom du président de la République, entamé une tournée de réconfort des victimes qui ont tout perdu ou presque dans ces inondations. Mais avant, parlons de santé et précisément de l'évaluation de la riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Professeur, et commençons par ces chiffres. Quels commentaires vous suggèrent les dernières statistiques sur le Covid-19 au Cameroun? Bien, je pense qu'à l'analyse de ces chiffres-là, il y a lieu de se réjouir parce que nous constatons que le taux de mortalité est descendu à près de 2,1%, ce qui est remarquable, puisque souvenez-vous qu'on nous annonçait une hécatombe. Nous avons le taux de la sévérité de l'atteinte qui est descendu à moins de 1%. On est à 0,5% seulement de malades. Moins d'un malade se trouve en situation de sévérité par rapport à l'atteinte. Nous avons aussi une décroissance du nombre d'hospitalisations. À ce jour, on est entre 4 et 6% de malades hospitalisés. Autant de chiffres qui montrent véritablement que la riposte porte ses fruits. Alors, le nombre de cas confirmés a explosé, Nathalie Mvogo. À un certain moment, on a craint pour le Cameroun quand on a vu le nombre de cas exploser, mais de plus en plus, ces cas sont en régression. Mais derrière ces chiffres, certains observateurs se posent des questions, notamment sur la crédibilité de ces chiffres. Est-ce qu'on peut se fier à ces statistiques, autant pour moi? Oui, tout à fait. Souvenez-vous qu'avant d'être posté au secrétariat général du ministère de la Santé publique, j'étais moi-même directeur de la Catherine de Douala et j'ai assisté moi-même à l'afflux de malades et à la décroissance du nombre de malades. Donc je peux vous affirmer ici que véritablement ces chiffres-là, ils sont bons. Et vous savez que certains pays ont, c'est vrai, politisé les statistiques, mais le Cameroun n'a pas choisi cette voie. Le Cameroun a choisi la voie de la sincérité, la transparence dans le rendu sur le plan statistique. Et il vous souvient que de façon journalière... On ne peut pas dire le contraire. Oui, mais j'apporte le témoignage d'un homme de terrain. Je ne peux pas nier que sur le terrain, quand on voit moins de malades, ça se voit tout de suite. On ne peut pas dire que quand on voit moins de pression sur la morgue, ça se voit tout de suite en termes de mortalité. Donc, je confirme, non seulement en double posture d'homme de terrain, mais aussi de secrétaire général. Professeur Ndjok, on va prendre un chiffre, celui du taux de guérison, 92%. C'est un bon taux. Peut-on attribuer ce bon taux au protocole adopté par le Cameroun, surtout que ce protocole avec la chloroquine a été contesté ailleurs, en France par exemple? Alors, il faut savoir que le taux de guérison qui s'élève à 92% relève de plusieurs facteurs. Il n'y a pas seulement que le protocole utilisé. Il y a aussi le fait que la maladie est d'abord bénigne. Dans 80% des cas, elle est bénigne. Et il y a aussi le fait que la précocité du dépistage va être un facteur favorisant sur le taux de guérison. Voyez-vous, si les malades sont vus tard à un stade sévère de la maladie, le stade sévère est grévé d'une forte mortalité. S'ils sont vus tôt et pris en charge tôt, le traitement va porter ses fruits. Donc il n'y a pas seulement que le protocole en lui-même, mais il y a tout un ensemble de facteurs, la sévérité de l'atteinte, la bénignité de la maladie, la précocité du dépistage, qui font qu'on arrive à ces scores-là. Et parfois, professeur, les patients arrivent à l'hôpital dans les formations sanitaires, généralement avec d'autres pathologies, pas que le Covid-19.
Et le Covid-19, lui aussi, entraîne a des séquelles sur les patients. Comment faire la part des choses lors du traitement, puisqu'on parle de gratuité du traitement? Alors, il faut, si vous me permettez de revenir sur la gratuité du traitement, oui, elle est effective, et j'apporte l'expérience du terrain quand j'étais à l'hôpital à Catigny. Elle est effective quand il s'agit des consultations. Les consultations sont gratuites, les journées d'hospitalisation sont gratuites, le bilan biologique, il est gratuit, l'hôtellerie, la restauration, elle est gratuite. Les médicaments qui sont administrés dans le cadre du Covid, qui sont disponibles selon le protocole du conseil scientifique, là aussi c'est gratuit. Maintenant, si on en vient aux comorbidités, le traitement usuel du patient concernant son diabète, son hypertension artérielle, qui sont d'ailleurs des maladies qui vont aggraver le tableau sévère de Covid, ne sont pas disponibles, puisque la stratégie a voulu, au niveau du ministère de la Santé publique, de disponibiliser les médicaments selon le conseil. Le conseil scientifique a dit stade 1, léger, stade moyen, modéré, stade sévère. Voilà les médicaments qui font partie de l'arsenal. Et ces médicaments sont fournis gratuitement. En même temps, les complications peuvent être traitées après le Covid. Comment ça se gère dans les formations sanitaires? Quelqu'un qui a besoin de rééducation, de kinésie respiratoire après son Covid-19? Oui, il y a tout ça là. La maladie commence depuis l'entrée jusqu'après l'hospitalisation et le suivi. Vous savez qu'il y a même, après l'hospitalisation, il y a des bilans de suivi. Il y a des tests de contrôle et tout ça. Tout cela est pris en charge quand la formation sanitaire a le plateau technique pour pouvoir faire la kinésie respiratoire et tout le reste. Alors je voudrais quand même qu'on revienne sur la chloroquine qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui fait partie du protocole de soins au Cameroun. Mais il se trouve que certains cliniciens n'ont pas administré ce médicament à leurs patients. Qu'est-ce que vous répondez finalement à tout ce débat qui se poursuit sur la chloroquine et qui est maintenu dans le protocole de soins au Cameroun? Alors, je veux ici dire que je ne vais pas m'occuper des cas marginaux. Les cliniciens qui, sur leur propre expérience, s'aventurent à faire autre chose que ce qui est défini dans le cadre du conseil scientifique, je ne peux pas en répondre. Mais seulement, nous avons, au niveau du conseil scientifique, accepté et mis en exergue le protocole mettant en place la chloroquine. Maintenant, celui qui sort de ce conseil scientifique, de cette recommandation, il est un petit peu en porte-à-faux avec la démarche camerounaise par rapport à la prise en charge de la maladie. Alors, si on revenait quelque peu sur l'évolution et la situation de la maladie au Cameroun, le réalisateur va nous permettre de voir à nouveau quelques éléments d'information, notamment sur le classement du Cameroun par rapport aux autres pays en termes de riposte contre le Covid-19 au moment où la maladie repart dans d'autres pays. Alors je voudrais bien qu'on voit ce classement du Cameroun que notre invité va apprécier, la place que le Cameroun occupe dans ce tableau. On va certainement y revenir. Alors le Covid-19 repart, voilà le tableau là, parmi les pays africains, vous voyez bien la place que le Cameroun occupe, le nombre de cas que nous avons au Cameroun, c'était le 18 août dernier. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là, ce chiffre du Cameroun? Eh bien, je pense qu'il y a lieu de s'en réjouir quand même, parce que le Cameroun tient bon. Et je pense que cela n'est pas le fruit du hasard, cela est bien le résultat d'une riposte savamment orchestrée depuis le leadership au sommet de l'État, mise en œuvre par le ministre-chef du gouvernement, opérationnalisé par le ministre de la Santé publique. Donc tout cela a donné des résultats que nous pouvons aujourd'hui trouver d'acceptables. Alors Nathalie Mvogo parlait tantôt de la prise en charge médicamenteuse et gratuite, mais à côté il y a les ressources humaines, professeur. On s'est bien rendu compte durant les premières semaines, les premiers mois de cette crise sanitaire que le personnel n'était pas totalement prêt et que ça a pu constituer quelques-uns les ratés de cette riposte au début de la crise. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a commencé à former le personnel? Alors,
Ça dépend de comment est-ce qu'on souhaite aborder le problème. Il s'agit quand même d'un contexte de crise. Il s'agit quand même d'une pandémie. Il s'agit quand même d'une situation exceptionnelle à laquelle, en grandeur nature, sur le plan de son expérience professionnelle, beaucoup de nos praticiens n'avaient jamais été confrontés à cette situation-là. Et donc, on a, dans le plan de préparation, on n'est pas toujours suffisamment préparé, on a quand même senti que le personnel avait été préparé à la riposte. Mais à un moment donné, c'est comme dans un match de football. Au début du match, il y a des rondes d'observation, on doit monter en puissance, et puis on est monté très rapidement en puissance, et on a pu maîtriser et avoir les résultats que nous avons eus. Mais la formation s'est faite concomitamment. Vous voyez le maillage du sol. La maladie commence à entrer par Yaoundé, Douala, et pendant ce temps-là, la riposte va être plus efficace dans certaines contrées parce que concomitamment, pendant qu'on gère, on forme en même temps. Donc la formation n'a pas été simplement d'un seul coup. Elle a commencé, elle se continue même encore, la formation, elle se continue. Est-ce que les résultats sont documentés? Est-ce qu'il y a des registres dans lesquels on consigne les différentes phases de la maladie et surtout les différentes phases de la riposte? Absolument, absolument, parce que Depuis le début ou on vient de commencer le document? Depuis le début, il y a tout un système informatisé qui a été mis en place et que nous appelons le DIS2, qui essaye de répertorier tous les cas. Donc tous les cas sont documentés et les informations nécessaires sont archivées, et même pas à la main, même pas dans les registres, mais selon un système et un modèle informatisé. On va reparler de la prise en charge. Elle est gratuite, on le sait, mais elle a un coût tout de même. Qui paye l'addition? Il faut bien le faire savoir à nos confrères camerounais. Voyez-vous, quand vous avez accès à un test de dépistage qui est gratuit, il faut savoir qu'il a été importé, il a été acheté quelque part. Quand vous avez accès à un test PCR au laboratoire, il a un coût. Ça a été importé et acheté dans un contexte de fermeture des frontières. Et quand vous allez dans un hôpital, que vous avez de l'oxygène gratuitement, que vous avez un repas, tout cela a un coût. Alors aujourd'hui, il est difficile de chiffrer tout cela. Mais je peux vous donner un petit exemple de ma petite expérience quand j'étais à l'hôpital de la Quintini. Quand on s'est rendu compte de la facturation au titre de la gratuité, on était à 100 millions. Donc si vous multipliez avec les autres hôpitaux et centres, ça donne des chiffres qui sont faramineux. Mais cela, c'était pour essayer d'aider les Camerounais à sortir du maquis pour pouvoir arriver à l'hôpital, se faire dépister, se faire traiter et maîtriser l'épidémie. Alors, parlons de l'aspect psychologique, professeur. On a eu l'impression à un moment donné que l'aspect psychologique a été quelque peu mis de côté, qu'il a constitué le ventre mou de cette riposte. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que je suis médecin et un médecin ne peut pas laisser la psychologie de côté. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais la psychologie était au cœur de la prise en charge parce que voyez-vous, si vous avez perdu un parent et que vous-même vous avez été contaminé, vous êtes malade et qu'il a été intégré dans les conditions que vous savez, dans le couloir à la mort, l'assistance psychologique, elle est de mise. Voyez-vous, ce personnel-là dont on parle, parfois ils étaient formés, mais parfois ils étaient frileux à l'idée de se faire contaminer. Le coaching psychologique était de mise, voyez-vous. Les centres d'appel étaient là aussi pour écouter les plaintes et pouvoir accompagner les patients. Et il y avait des consultations pédagogiques. C'était important, la stigmatisation dans les familles. Oui. Dans les quartiers. C'est extrêmement important et elle fait partie du volet sensibilisation. Du volet sensibilisation, vous avez que vous participez aussi de la sensibilisation. Donc on a dit, le message était de ne pas stigmatiser ces patients-là, parce que tout compte fait, 80% de guérison dans un syndrome grippal, il n'y a vraiment pas lieu de s'affoler. Nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. On l'a dit à l'entame de cette émission, le ministre de la Santé publique a donc initié des rencontres d'évaluation de la riposte camerounaise contre le Covid-19 et nous allons l'écouter dans quelques instants. Il est en focus dans cette édition de Scène de Presse. Comme son nom l'indique, le Cameroun a été déclaré free polio. Ça veut dire que la polio ne circule, le virus de la polio, le virus sauvage ne circule plus dans notre pays. Nous sommes allés au-delà parce que la deuxième cérémonie que nous venons d'avoir, c'est l'Afrique, la zone Afrique qui a été déclarée également free polio. Ça veut dire que le dernier pays d'ailleurs qui était le Nigeria où circulait encore la polio
a fait des efforts et depuis 2016, nous n'avons plus la circulation de ce virus sur le territoire africain et donc nous avons été déclarés free polio. Il faudrait prouver que depuis un certain nombre d'années, vous n'avez plus eu de cas de poliovirus. Et pour le faire, vous devrez documenter la vaccination contre la polio et dire que nous avons touché le maximum de personnes. Or, dans une zone comme le nord-ouest, le sud-ouest, comment faire? Et donc, c'était ça la difficulté, parce que lorsque nous avions eu notre première présentation de notre pré-présentation de notre dossier au mois de décembre dernier, nous avons eu ce défi, parce qu'il nous a été dit, oui, dans certaines zones c'est bien, les taux sont acceptables, appréciables, mais dans la zone du nord-ouest, du sud-ouest et l'extrême nord, vous devrez encore faire des efforts. Et c'est comme cela que nous sommes orientés sur le terrain. Nous avons dû faire recours à un certain nombre de moyens, à un certain nombre de personnels sur le terrain pour pouvoir documenter notre présence sur le terrain en termes de vaccination. Et Dieu merci, nous avons pu convaincre la commission et on nous a donné ce certificat. Ça, c'est un statut. Maintenant, il faut conserver son statut. Vous savez très bien que dès que vous aurez un cas, deux cas, vous perdez votre statut de polio-free. Et donc, nous ne devons pas baisser les bras, mais plutôt renforcer notre vigilance pour qu'on n'importe pas à nouveau ce cas et qu'on perde notre statut. Nous devons le dire de manière formelle. On a fait un très grand pas dans la mise en œuvre de cette couverture santé universelle. Au départ, nous étions dans une formule où l'État devrait faire un ensemble d'investissements préalables avant l'intervention de la couverture santé universelle. D'aucuns ont avancé des chiffres de l'ordre des milliers de milliards. Deuxième chose, on avait séquencé la prise en charge. On avait dit, nous commençons par les enfants de 0 à 5 ans, et puis les femmes enceintes. On se retrouvait dans 20-25 ans avant qu'on ne puisse penser à tout le monde. Et donc, nous avons pris des contacts avec cette entreprise. Et aujourd'hui, ils vont déployer, eux, la logistique déjà. Pour l'enrôlement, pour la collecte des fonds, pour la mise en place de la guichetterie pour pouvoir racheter les fonds et tout les soins et tout le reste. Cela a permis, n'est-ce pas, de ne pas trop peser tout de suite, n'est-ce pas, sur le trésor public et de pouvoir étaler l'engagement sur une dizaine d'années pour que le Cameroun puisse totalement prendre en charge ces coûts-là. Si on prend de manière laconique, vous viendrez avec votre carte, vous irez dans une formation sanitaire, vous vous présentez dans un hôpital district, vous avez, c'est pas moi, vous avez mal à la tête, vous ne payerez pas déjà le ticket pour voir le médecin, on vous consulte, on vous prescrit un produit, si ça rentre dans le temps, vous allez dans une pharmacie accréditée et puis on vous donne les produits. Le délai que nous nous sommes fixés, c'est au premier semestre 2021. Le gouvernement camerounais qui est donc là sur tous les fronts pour préserver la santé des Camerounais. On vient d'écouter là le ministre de la Santé publique en focus dans cette édition de scène de presse. Il nous parlait donc du Cameroun qui est désormais zone free polio et de la couverture santé universelle pour laquelle un projet a été donc, une convention a donc été signée cette semaine. Revenons sur le plateau et continuons de parler de l'évaluation de la riposte nationale contre le Covid-19. Le Cameroun a consenti beaucoup d'investissements pour permettre que cette riposte soit crédible, fiable, mais surtout efficace. Parlons à présent donc de ces investissements, professeur. De votre point de vue, quels sont les investissements qui parlent le plus aujourd'hui et qui pourraient servir après? Alors, les investissements ont été de deux ordres. Il y a des investissements qui avaient une durée temporaire, comme on peut le voir dans le stade Bapé-Lépée, comme on peut le voir au stade militaire. C'était une durée temporaire et en matériaux provisoires. Mais à l'intérieur de ces investissements en matériaux provisoires qu'on va démanteler, se trouve du durable. En termes de lits d'hospitalisation, en termes d'équipements biomédicaux.
Et de ce point de vue, ces équipements-là vont être redéployés et ils vont renforcer notre système de santé. Il y avait des investissements, dès le départ, qui étaient des investissements qui étaient voués à la pérennité. Exemple, des centres d'isolement et de prise en charge. Dans chacune des régions, on va avoir un centre d'isolement et de prise en charge. Vous pensez bien à une zone La comme... régie va justement nous permettre de lire quelques-uns de ces investissements qui ont été faits. Allez-y, professeur. Oui, alors, pendant que la régie lance l'élément, vous voyez par exemple une ville comme Douala, qui connaît des épidémies de choléra. Quand on a l'épidémie de choléra, les patients sont isolés. Donc après le Covid, on pense déjà que ce sera une meilleure prise en charge pour les patients qui vont avoir d'autres épidémies comme le choléra. Donc ça va être capitalisé. Vous avez aussi les hôpitaux conventionnels. Les hôpitaux conventionnels, vous avez les capacités qui ont été multiplié par 10 en termes de matériel en milieu de réanimation. On a aussi la périphérie qui va en bénéficier parce que vous avez des extracteurs d'oxygène qui vont en périphérie. Donc tout cela permet effectivement de capitaliser cette épidémie de Covid en termes de renforcement du plateau technique. Donc vous avez parlé des centres spécialisés tout à l'heure, il y a quelques instants, professeur. Au regard de la courbe de la maladie aujourd'hui, on se demande si on aurait pu faire autrement au moment de la prise de décision. Est-ce que ces investissements étaient nécessaires? Faire autrement, je me demande comment on pouvait faire autrement, puisqu'il s'agissait de rassurer les Camerounais sur notre capacité à pouvoir résorber l'afflux de malades. Je pense que, et nous savions déjà qui en les mettant... finalement n'a pas eu lieu dans ces tant mieux pour nous, spécialisés. tant mieux pour nous. Mais nous sommes dans le principe de précaution. 2 précautions valent mieux qu'une. Imaginez le cas inverse. Où serions-nous en ce moment? Mais nous savions que sur des matériaux provisoires, nous serons prêts à tout, à toutes les hypothèses. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avons pas failli. Et le gouvernement camerounais n'a pas failli. Il a pris ses responsabilités. Quelles sont les leçons à tirer du Covid-19 en termes de gestion des investissements et de prise en charge? Quelles sont les leçons à tirer? Bien, déjà, il y a plusieurs leçons à tirer. Sur le plan des forces, nous avons des forces. Je pense que nous devons déjà saluer la coordination. Vous avez, depuis le sommet de l'État, une vision. C'était important. Le leadership au niveau des régions, c'était les gouverneurs. Au niveau des départements, c'était les préfets, assistés par des médecins au point de vue technique. La coordination a été forte. C'était des réunions hebdomadaires, de suivi, et ça continue toujours. Donc il y a la leçon à tirer, c'est qu'une coordination forte peut amener à faire, et une bonne cohésion sur le plan de la coordination peut amener de bons résultats. Professeur Njok, pour gérer le Covid-19 dans les régions, justement, on a parlé de décentralisation de la prise en charge. C'est quoi cette décentralisation de la prise en charge? À quoi elle consiste? Alors, la décentralisation consiste à mettre les moyens humains, techniques et logistiques à la disposition des services de santé de district. Financier aussi? Oui, financier aussi. Financier aussi. Sur le plan financier, au dernier pointage, c'était pas moins de 10 millions de francs CFA qui étaient arrivés dans chaque service de santé des districts pour rendre opérationnelles les actions de mobilisation sociale, les stratégies avancées vers les écoles, les marchés, et non pas seulement les stratégies fixes. Dans la décentralisation, donc, sous le leadership du préfet, les équipes constituées d'une part par le médecin de santé publique, que nous appelons le chef de service santé des districts, et le médecin hospitalier, qui est le médecin de l'hôpital des districts, faisait du dépistage, faisait de la prise en charge des cas. Est-ce que cette décentralisation a été lancée suffisamment à temps? Alors, oui, on peut toujours épiloguer sur le suffisamment à temps. Mais voyez-vous, les frontières étaient fermées. Les frontières étaient fermées. Pour manipuler les virus, il y a un préalable. Il y a un préalable sur le plan de la biosécurité. Parce que j'ai souvent entendu dire que le Centre Pasteur avait centralisé le dépistage. Il fallait monter en puissance. Il y a des préalables à remplir, il y a des contraintes techniques à remplir qui font qu'on ne peut pas faire plus vite que le souhaiterait le milieu extra-hospitalier. On est obligé de respecter ces contraintes-là. Il faut s'équiper, capaciter le personnel pour pouvoir faire les tests biologiques. Finalement, mais en attendant, plusieurs laboratoires. Finalement, au jour d'aujourd'hui, nous avons 15 laboratoires qui peuvent faire la même chose que le Centre Pasteur à l'époque, quand on démarrait sur le plan épidémique. Vous voyez, c'est une avancée majeure. Localisés dans toutes les régions? 9 régions sur 10 sont couvertes.
Alors, on va parler du test, le test de dépistage qui est important pour le traitement du Covid-19. Comment se font les tests en région? Est-ce qu'ils ont la même fiabilité que les tests qui sont faits au Centre Pasteur? On a parlé du PCR. Alors, nous avons deux types de tests. Vous avez les tests de diagnostic rapide et vous avez les tests qui se font en laboratoire, les PCR. Mais les deux tests sont fiables parce qu'ils vont quantifier la présence du virus. L'avantage des tests de diagnostic rapide, c'est que vous avez le résultat dans une quinzaine de minutes. Et ça, c'est les mêmes tests qui sont faits partout sur l'ensemble du territoire. Mais en cas de doute, avec la suspicion clinique est forte, vous avez vu que 9 régions sur 10 ont des laboratoires de référence qui font la même chose au Centre Pasteur. Alors les prélèvements sont acheminés à ce laboratoire-là. Alors on a parlé justement, vous parlez du Centre Pasteur tout à l'heure, et l'un des reproches qu'on fait au ministère de la Santé, ou alors ce qu'on considère comme un point noir de la riposte nationale contre le Covid-19, c'est justement cette centralisation des tests du Covid au début, pendant les premiers mois de la crise. Nous sommes là dans la décentralisation, et cette centralisation a quand même eu des effets sur le diagnostic, notamment en termes de retard. Alors, moi, je vous ai expliqué les contraintes techniques. Il se trouvait qu'à l'époque du début de l'épidémie, le Centre Pasteur était seul capable d'avoir la biosécurité et les techniques et les ressources humaines nécessaires pour pouvoir faire ces tests-là. Mais si, pendant que le nombre de malades augmente et les capacités de résorption en laboratoire ne suivent pas, on serait véritablement dans les problèmes. Mais nous avons suivi, et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons relever que nous avons 15 centres qui font la même chose que le Centre Pasteur en termes de dépistage, rien que du Covid, et c'est exceptionnel. Maintenant, nous allons passer la parole aux journalistes qui évaluent eux aussi la riposte nationale contre le Covid-19, et c'est dans la rubrique édito. Les autorités camerounaises ont mis les bouchées doubles pour que la Covid soit contenue au niveau du gérable. Et sur le terrain, vous avez vu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites qui finalement n'ont servi à rien parce qu'on pensait que la maladie allait prendre des ampleurs beaucoup plus inquiétantes. La riposte du gouvernement camerounais est davantage appréciable aujourd'hui parce que il y a eu beaucoup de finesse dans la façon de combattre la Covid. On se souvient que Madagascar est allé dans une attaque frontale contre l'OMS, mais le gouvernement camerounais, conscient de la fragilité économique, a levé le confinement tout en prescrivant des mesures barrières. Il y a encore beaucoup de craintes parce que les populations ne respectent pas toujours les mesures barrières, notamment le port du masque. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir une nouvelle vague de contamination. La Covid n'est peut-être pas encore terminée, mais la phase la plus grave est terminée. Comment faire pour que l'économie puisse reprendre du poids de la bête, qu'il revienne aux normes que nous attendions, qu'on reparte avec la croissance. La véritable stratégie camerounaise réside dans le fait d'avoir permis à la production locale, à qui l'État a permis de façon sibylline de produire des médicaments, de produire des masques pour aller vers une stratégie de masse de lutte contre la Covid-19. Dans le domaine du sport, ça craint parce que voyez-vous, à plus de 6 mois sans sport, aucune compétition n'a démarré, ça pose problème. Des secteurs, notamment les nôtres de la presse, ont été tellement secoués que sans effort, sans appui du gouvernement, nous risquerons d'aboutir. Il y a moins de morts, mais il faudrait encore davantage sensibiliser les populations à respecter les mesures barrières parce que la maladie n'est pas encore jugulée. Il peut y avoir une nouvelle vague de contamination. Donc, urgence, sensibiliser davantage.
Nous continuons d'évaluer la riposte nationale contre le Covid-19 et nous parlons maintenant de la médecine, de l'apport de la médecine traditionnelle. Professeur, le Conseil scientifique des urgences de santé publique s'est réuni le 14 août dernier et il atteste au terme de cette rencontre qu'aucun traitement relevant de la médecine traditionnelle n'a apporté la preuve de son efficacité et n'a été approuvé par le Conseil scientifique. Or, on se souvient bien qu'il y a eu des rapprochements, on va le dire ainsi, entre le ministère de la Santé publique et certains praticiens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le Conseil scientifique atteste que aucun traitement venant de la médecine traditionnelle n'est efficace contre le Covid-19, alors même que certains praticiens affirment que ces médicaments ont montré toute leur efficacité et que certains patients apportent la preuve qu'ils ont retrouvé la guérison grâce à ces produits. Oui, alors sur le plan de la médecine traditionnelle, le Conseil scientifique a statué. Le Conseil scientifique ne pouvait pas statuer simplement sur la présomption d'efficacité basée sur les allégations des promoteurs. Le Conseil scientifique a besoin d'un dossier beaucoup plus étoffé que cela. Et bien plus, le Conseil scientifique est un organe sérieux avec des éminences grises pour lesquelles j'ai particulièrement beaucoup de respect, a préconisé qu'un accompagnement se fasse pour que nous puissions voir si effectivement ces traitements sont efficaces et d'en faire des médicaments traditionnels améliorés et surtout d'apporter la preuve qu'il y a une innocuité. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être efficace, il faut aussi ne pas avoir d'effets délétères sur les organes nobles de l'organisme. Donc de ce point de vue, moi je retiens que la médecine traditionnelle refait surface, elle refait surface et il va falloir véritablement s'en occuper, non seulement sur le plan législatif, mais aussi sur le plan de l'accompagnement pour que la pharmacopée traditionnelle puisse être revalorisée. Mais je dois vous dire que la médecine traditionnelle aussi a un facteur croyance qui n'est pas scientifiquement objectivable, mais qui est tout aussi noble. Et donc de ce point de vue-là, nous avons besoin au niveau du conseil scientifique d'avoir des faits qui sont probants, d'avoir des preuves. Alors, professeur, on note quand même une certaine contradiction, vous allez me le permettre. Le Conseil scientifique pose comme postulat que ces médicaments-là ne sont pas efficaces. J'ai envie de demander sur la base de quoi. Puis, par la suite, il demande que ces médicaments-là soient évalués, que l'efficacité, la toxicité soient évaluées. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Non, il n'y a pas d'incompréhension. Le Conseil scientifique, de façon péremptoire, statuant sur l'efficacité de la médecine traditionnelle, a laissé la porte ouverte en disant, toutefois, au demeurant, si les canons de l'expérimentation humaine inévitable apportent la preuve que ces médicaments ont un intérêt, alors nous allons. Mais la première posture a été faite sur la base de quoi? Lorsqu'on dit que ce médicament n'est pas efficace, ça suppose qu'on l'a évalué et qu'on a constaté qu'il n'est pas efficace. Alors, est-ce que cette première évaluation a été faite et elle aurait donc abouti à cette première conclusion? Je suis un conseil scientifique, je mets un avis et le conseil scientifique n'est pas l'expérimentateur. On comprend donc aisément que c'est à moi, l'expérimentateur, en allant au conseil scientifique, d'apporter la preuve de l'efficacité de mon traitement. Mais cela doit se faire avec une expérimentation humaine qui manquait dans les dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Le CRES, on va également chercher à savoir comment on a géré le volet culturel. Les Camerounais ont une culture, ils sont également habitués à faire de l'automédication. C'est peut-être pour ça que les traitements traditionnels ont eu de la cote pour certaines personnes et se sont montrés efficaces, entre guillemets, d'après le conseil scientifique. Mais est-ce que ça peut expliquer les cas graves observés dans les formations sanitaires? On arrive à la formation sanitaire quand on a déjà tout essayé et on n'en peut plus, on ne respire plus bien, on va à l'hôpital. Oui, alors nous autres qui sommes praticiens dans les hôpitaux, ça fait partie des explications que nous avons énoncées. C'était de dire que dans les croyances en la médecine traditionnelle, certains malades ont été vus tard et cela a entraîné des conséquences dramatiques que nous connaissons, c'est-à-dire que le décès, donc c'était l'un des facteurs. Et vous savez que même dans la médecine moderne, il y a ce qu'on appelle le traitement adjuvant.
il n'y a véritablement pas d'antinomie entre une médecine traditionnelle adjuvante et une médecine moderne qui cohabitent. Mais le problème, c'est que pour partir du traitement adjuvant et investir le champ de la médecine curative, il faut passer l'épreuve extrêmement compliquée et difficile de la véracité de son efficacité, de prouver qu'on est efficace. On peut concilier les deux traitements parce qu'il y en a qui prenaient la chloroquine en même temps que la coupe du village. Mais je peux vous dire que tout a foisonné comme médicament. Tout a été pris. Et même que à l'hôpital, on voyait les choses entrer par les fenêtres. Donc je pense que les deux ont coexisté. Et comment vous sensibilisez les patients dans ce cas? À chacun ses croyances. Nous n'avons pas toujours été au courant. Nous avons peut-être supposé parfois. Nathalie a parlé de culture tout à l'heure. Et on a le sentiment aujourd'hui que la gestion des corps de Covid a quelque peu entaché la riposte nationale contre le Covid-19. C'est une opinion... C'était trop traumatisant de se séparer qui est répandue. Qu'est-ce que vous... Aussi brutalement. Répondez? Alors, en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous savons tous combien nous sommes attachés à ce mécanisme de deuil. Donc, voyez-vous, c'était la mort dans l'âme que, sur le plan scientifique, le gouvernement a été amené à prendre ces mesures-là. Mais ce sont des mesures préventives. Donc c'est vrai que ça a heurté un peu la culture, mais je pense que si on avait fait autrement, on aurait eu des deuils où à la phase de croissance de la maladie, où les gens allaient laisser tomber les mesures barrières, les gens dans les deuils allaient dans les églises. On aurait eu, je pense, probablement, on aurait eu l'effet inverse de ce qu'il fallait respecter les cultures. Alors, professeur, on va entrer dans la 4e phase de la riposte. Et le docteur Georges-Alain Etoundi-Mbala, directeur de la lutte contre la maladie, disait cette semaine, pour un retour à la normale, il nous faudra aller puiser dans nos réserves de solidarité. L'objectif ici étant de retrouver la confiance indispensable pour envoyer les enfants à l'école, la sérénité de sortir à nouveau de nos maisons pour vaquer à nos différentes activités. Professeur, 4e phase, ça suppose la rentrée scolaire, ça suppose la CAN, ça suppose le CHAN. Quels sont les défis de cette 4e phase? Oui, donc nous sommes interpellés sur l'élaboration des protocoles au niveau déjà de la reprise du championnat avant la CHAN de 2021. Il va falloir que la vie reprenne son cours. Nous sommes interpellés sur la rédaction des protocoles et la codification et l'encadrement de la rentrée scolaire, la rentrée universitaire. Nous sommes interpellés aussi par rapport à cette 4e phase, par rapport au poste de santé aux frontières. Il faut protocoliser l'arrivée des voyageurs au niveau des postes de santé frontières. Qu'est-ce qui va être fait en matière de désinfection? Qu'est-ce qui va être fait en matière de tests? Et tout cela doit être codifié. Et donc, le ministère de la Santé publique a passé déjà un contrat avec une société Medibest, Meditest, autant pour moi, pour la gestion des tests et des portillons au niveau des aéroports. Donc, renforcer le dispositif au niveau des points de santé, des services de santé aux frontières, comme on peut le voir sur les frontières terrestres à Gauraboula et tout le reste. Donc tout cela fait partie de la 4e phase sur laquelle nous devons travailler. C'est entendu, professeur. Les populations de Maga, d'Oreisse, Guéné, Douala, Edea et Sanchou ont subi la furie des eaux cette semaine. Laurence Okalia nous en présente quelques clichés. C'est en zooming dans cette édition de Scène de Presse. Un nuage noir traverse la météo du Cameroun depuis quelques semaines. Le temps a fait pleurer le ciel. La terre n'a pas pu sécher ses larmes. À Douala, dans le littoral, les populations ont été contraintes de se jeter à l'eau pour pouvoir se déplacer. On a le choix. Hein? On n'a pas le choix. On ne peut pas avec les enfants, on ne levait pas moyen de descendre. Mais pour finir, il fallait sortir. Nous sommes à Makepé, Vallée Boukom. Les routes sont bouchées. Les rigoles, tout. Les pluies ont fait tomber Douala plus bas que terre, littéralement. Le bitume de l'axe de l'aéroport international de Douala s'est envolé, ne pouvant supporter les violences des eaux. C'est que la zone est marécageuse et la buse métallique, souffrant déjà de rouille, a craqué. Plus haut, plus loin à l'extrême nord Cameroun, le maillot Sava s'est noyé. La terre avec laquelle les populations ont construit des maisons a rejoint son état de nature, laissant ainsi
Plus de 50 familles sans abri. Les plantations ont aussi eu mal à leurs racines. Elles avaient besoin d'eau, certes, mais pas à flot. Si la saison pluvieuse est pointée du doigt, les mauvais canaux de construction de la route Tokombéré-Dagla l'est aussi. Santhiou, à l'ouest Cameroun, et Sisiakwata, dans le nord-ouest, ont aussi été forcés de plonger. Sur l'étendue du territoire national, les dégâts matériels sont importants, mais les autorités sont à pied d'œuvre. Dame Nature n'entend pas les cris de détresse. Le réseau est certainement brouillé par le mauvais temps. On espère que c'est un appel qui ne va pas tomber. Allô ? Merci Laurence Okalia. On l'a dit, des pluies diluviennes se sont donc abattues sur certaines localités au Cameroun, Kaikai, Doressé, Nguéné, Maga, Edéa, Douala, Santhiou. C'était donc dans le littoral, dans la région de l'Ouest, mais également dans la région de l'extrême nord. Avec moi sur ce plateau, le professeur Joseph Armaté Amougou, qui est le directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Bonsoir professeur et bienvenue. Merci madame, bonsoir. Et tout à côté de vous, madame Maria Touyap, qui est le directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir Lucas. Et à ma gauche, Joseph Itote, journaliste à la CRTV, journaliste en service à la station régionale de CRTV Littoral. Bonsoir Joseph et bienvenue. Merci infiniment Lucrèce, bonsoir. Alors, vous venez de Douala, on l'a dit. Qu'avez-vous vu là-bas? On dit que c'était inédit. On n'avait jamais vu cela avant. Effectivement, je confirme, Lucrèce, de mémoire de journaliste. J'avais pas vu pareille scène dans le cas des inondations. J'ai la chance d'être né à Douala. J'ai grandi à Douala. Je connais les inondations. Je connais les quartiers qui ont bâti leur réputation dans les inondations. Mais cette fois-ci, je crois que c'était un peu plus, j'ai envie de dire, c'était sans précédent. Alors nous avons vu des maisons totalement englouties par les eaux. Il ne restait plus que la charpente. Nous avons vu des voitures totalement englouties. Nous avons vu des commerces. Nous avons vu des garages, des fabriques de parpaings être totalement endommagées par les eaux. Donc j'ai envie de dire que pour la première fois, j'ai eu peur, je préfère confesser, vous le dire, parce que ce que nous avions coutume de voir sur des images ailleurs, nous avons vu cela à Douala, des arrondissements, puisqu'en réalité, il faut le dire, tous les arrondissements du département du Vouri étaient concernés, excepté Manoka où nous n'avons pas été, mais en réalité, nous n'avons pas eu des informations nous faisant part de ce qu'il y aurait inondation là-bas, mais tous les autres, c'est-à-dire les 5 autres, ont été frappés par les inondations. Par exemple, nous avons des collaborateurs, des collègues qui sont à Douala 5e, qui n'ont pas pu rallier Douala 1er, simplement parce qu'au niveau du lieu dit sable, il y avait une quantité d'eau assez importante qui était montée jusqu'à un peu plus de 2 mètres par endroit et même à un peu plus, je crois 3 à d'autres endroits parce qu'en fonction de la superficie du sol, il y avait des endroits où on était carrément à 3 mètres. Je suis allé par exemple au quartier Malangue William, c'est dans Bédi, l'arrondissement de Douala 5e. J'ai vu des maisons, enfin j'ai envie de dire, le niveau de l'eau était au moins à 4 mètres. Voilà. Donc c'était des scènes assez effroyables. Alors j'imagine que comme toutes les victimes de ces inondations, vous aimeriez savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce qui a bien pu causer ces inondations qu'on a connues à Douala, qu'on a connues à Santhiou, qu'on a connues également dans les localités de la région de l'extrême nord. Je vous laisse interroger nos experts. Ah ouais, alors professeur Amougou, je reviens à vous justement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la nature qui se dérègle ou alors c'est l'action de l'homme sur l'environnement qui serait à la base de tout cela? Merci de me donner l'opportunité de parler un peu de la question des inondations. D'abord, la question des inondations n'est pas nouvelle. Dans la Bible, on parle de l'âge de Noé et autres. C'était des inondations. Ce qui se passe, c'est la combinaison des deux. La nature qui se dérègle et le comportement humain qui a des conséquences.
Pour expliquer d'abord ce que c'est que les inondations, à nos téléspectateurs, on va procéder par l'exemple. Madame Lucrèce, elle est dans sa cuisine, elle a une éponge, elle y met de l'eau, l'éponge absorbe toute l'eau. Quand elle est saturée, le surplus d'eau qui est versé sur l'éponge commence par ruisseler, à s'écouler. C'est comme ça aussi notre sol. Quand le sol est saturé, quand le sol ne peut plus gérer ou absorber l'eau qu'apportent soit les pluies, soit des dégels, quand nous sommes dans des zones où il y a de la neige ou de la glace, le sol ne peut plus absorber toute cette eau, et là on arrive à des situations d'inondation. Alors, qu'est-ce qui fait que dans des villes, notamment par exemple à Douala, on arrive plus rapidement à cette saturation rapide du sol? Dans le contexte actuel, d'abord il y a eu des pluies depuis le mois de mars. Donc le sol est naturellement déjà saturé. Dans un second temps, il y a une urbanisation qui est très forte. On bétonne tout. On met de l'asphalte partout, les toitures remplacent la nature, c'est-à-dire le sol naturel, ce qui fait que le temps, le ruissellement devient immédiat, le sol devient imperméable et ceci facilite rapidement le développement des inondations. Alors, troisième point, l'eau a ses chemins, ses pistes et autres. Si maintenant l'homme, par son action, décide d'aller construire là où l'eau devrait passer, il construit là des barrages contre de l'eau et ceci devient encore des sources d'inondation. Mais l'élément principal qui est à l'origine des inondations, c'est d'abord quand même la nature. L'Observatoire national sur les changements climatiques, à travers ses bulletins décadaires, à travers ses bulletins saisonniers, a eu annoncé que nous aurons dans ces régions des quantités de précipitations très supérieures à la norme et des risques très élevés d'inondation. On y reviendra. Joseph parlait tantôt de la nature, mais également de l'action de l'homme, Madame le directeur. Je me tourne donc vers vous. Que fait l'homme sur la nature pour que la nature se mette autant en colère? Merci Lucrèce. En fait, les effets de changement climatique ne dépendent pas vraiment de l'homme. Par contre, c'est l'action de l'homme, comme vient d'expliquer le directeur, l'action de l'homme sur son environnement. Il y a ici, nous parlons des inondations. Si nous parlons de ces inondations, c'est en fait parce que les inondations ont créé un impact sur la vie de la communauté. Parce qu'il y a eu conjugaison de 3 facteurs. Il y a eu la menace, il y a l'aléa et il y a eu la vulnérabilité. Alors si on n'avait que la menace et l'aléa, sans vulnérabilité, on ne parlerait pas de catastrophe. Donc on ne serait pas là à parler de cette situation. Alors la menace ici, c'est déjà les plaines. Quand vous parlez de Sancho, c'est une plaine. Vous avez Douala. C'est une menace, le relief de Douala. Le fait que Douala soit en bordure de mer, c'est également une menace. Vous avez les bas-fonds, les zones marécageuses, ça c'est les menaces. Et maintenant l'aléa, comme le directeur l'a dit, l'aléa c'est ces pluies anormales. Parce que, comme il l'a dit, ils nous ont prévenus, parce que ces bulletins sont adressés premièrement à la direction de la protection civile, qui a donc pris des mesures pour prévenir les autorités administratives que, attention, prenez des mesures parce que quelque chose peut arriver. Donc, il y a eu cet aléa et maintenant qui a trouvé la vulnérabilité, ces populations qui occupent les zones marécageuses, qui ont un comportement incivique par rapport à la gestion des ordures, et parfois aussi des causes structurelles. Il y a des ouvrages qui sont peut-être mal calibrés ou alors qui sont insuffisants, des ouvrages d'art. Donc c'est ces 3 facteurs qui ont conduit à la situation que nous avons. Parce que dans certaines zones, vous pouvez avoir la menace et l'aléa sans qu'il y ait conséquences sur les populations, l'environnement
et sur les biens, et on ne parlerait pas de catastrophe. Donc là, ce serait un phénomène naturel, normal. Donc voilà en fait ce qui s'est passé. Et puis nous pouvons dire la même chose pour certaines zones qui ont été affectées, pas par les inondations, mais par les glissements de terrain. C'est toujours les effets des pluies, des fortes pluies. Nous avons par exemple les zones à relief élevé, c'est-à-dire les zones montagneuses, comme le sud-ouest et l'ouest, qui ont été victimes dans le même temps de glissements de terrain, qui ont également des conséquences importantes sur la vie de la communauté. Donc pour conclure, on peut dire que c'est en fait des phénomènes ou alors une catastrophe d'origine naturelle exacerbée par l'incivisme de l'homme. Alors vous avez parlé tantôt de l'alerte que vous avez reçue de l'Observatoire. Oui, alors quel est le dispositif qui a été mis en place, autant pour prévenir que pour assister les victimes? Oui, justement, nous recevons depuis quelques années les bulletins qui viennent de l'ONAC. Et cette fois-ci, les bulletins ont quand même attiré notre attention. Les fortes pluies annoncées avec des risques d'inondation, de glissement de terrain et même des températures très basses. Alors nous, en tant que structure de protection civile, avec mission de protéger les personnes, les biens et l'environnement, nous avons donc édité des bulletins également en direction de ceux qui sont responsables dans les régions de la protection des biens, des personnes et de l'environnement sur les mesures à prendre. Donc, notamment le prépositionnement de matériel d'intervention, le prépositionnement des produits d'assistance de première nécessité et également la sensibilisation, parce que dans certaines régions, on n'en parle pas beaucoup, où les températures sont très basses, les populations ont souvent tendance à utiliser du charbon pour se réchauffer. Ça aussi, ça a des risques et parfois on a des gens qui meurent et qui meurent de façon silencieuse, on n'en parle pas, parfois on accuse un parent, on dit que c'est une mort par sorcellerie, alors que c'est un phénomène scientifique qu'on peut expliquer. Donc tout cela, nous avons attiré l'attention des autorités administratives sur les mesures à prendre pour faire face. Alors on pourrait se poser la question de savoir si le message est parvenu au niveau des populations. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les populations étaient surprises par les eaux? Oui, tout à fait. Les populations étaient surprises. La chance que nous avons eue dans ces inondations, c'est qu'elles se sont déroulées en journée. Parce que la pluie a commencé, pour ceux qui étaient attentifs, autour de 3h30, 4h. Les eaux ont commencé à monter autour de 6h30, 7h. Et à 7h30, 8h, c'était plus possible de bouger. Si c'était en pleine nuit, je suis sûr que ce serait très grave parce que heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. On n'en a pas eu, mais je présume que si c'était la nuit, alors ce serait le cas. Parce qu'on a vu carrément des familles être coincées en laissant dans les eaux leur appareil électroménager, leurs meubles et tout. Et 3 jours après, parce que l'évaluation a suivi, les membres du gouvernement sont arrivés dans la ville de Douala pour évaluer un tout petit peu. On en a vu qui étaient encore réduits à sécher leur literie, à sécher les meubles et puis à déguerpir ce qui n'est plus récupérable. Et je crois que les populations ont été surprises. Et pourtant, les médias ont fait quand même le travail qu'il fallait faire en annonçant ces inondations, parce que ça c'est ce qu'il faut dire. On a annoncé ces inondations. Vous avez relayé le message de l'Observatoire. Le message. Sauf que maintenant, c'est vrai que la météo et tout ça, c'est une science pas très exacte. Il y a une deuxième vague. Il y a une deuxième vague qui a été annoncée, qui n'a pas encore eu lieu. Mais sauf que les Camerounais, les populations qui prenaient peur commencent à prendre en grippe ces prévisions en se disant mais vous avez annoncé la marée haute, voilà qu'elle n'est pas là. Bon, bref, pour revenir à la question, Lucrèce, les populations ont été surprises. Alors, monsieur le directeur général, professeur Amougou, quelles sont les conséquences, les différentes conséquences de ces inondations selon qu'on est en zone urbaine ou en zone rurale?
Commençons déjà par dire que je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier particulièrement la CRTV pour le relais qui a été très fort, pour la sensibilisation faite, parce que on n'allume pas des lampes pour les mettre sous le boisseau. Grâce à vous, les informations produites par l'Observatoire national sur les changements climatiques ont été mises à la disposition du grand public. Et c'est l'objectif. C'est le sens que nous donnons à la production des dites informations. Je voudrais revenir sur quelque chose. Je voudrais particulièrement remercier la directrice de la protection civile de comprendre que, à la base des informations produites par l'Observatoire, des mesures ont été prises, parce que les informations que nous donnons, elles sont cartographiées. Les zones qui ont plus de risques, les zones à risque, sont clairement reconnues. Ce qui fait que prendre des dispositions pour qu'au cas où il y a ce qui est annoncé, il y aurait ce qui est annoncé, que des solutions puissent être prises. Pour revenir à votre question, madame, la question des changements climatiques est une question complète. Les manifestations sont nombreuses. Nous en vivons là une des manifestations. Dans d'autres cas, ça peut être des précipitations qui commencent soit trop tôt, soit qui commencent trop tard, la saison des pluies qui devient trop courte, la saison sèche qui devient très longue, les températures maximales qui deviennent très fortes ou des températures minimales qui deviennent... Chacune de ces manifestations a des impacts différents en fonction de la grande diversité de notre pays. Je vais revenir rien que sur le cas des inondations. À Douala, on parle des destructions, par exemple, des biens matériels, des maisons qui se sont retrouvées englouties. On a perdu un peu de l'électronique. Quand vous remontez dans la zone soudano-sahélienne, où il y a eu aussi de grandes inondations, on parle quand même là de centaines de maisons qui se sont tout simplement écroulées. C'est-à-dire, vous êtes dans votre maison, du jour au lendemain, vous n'avez même plus où habiter. C'est pas qu'elle va sécher, elle n'existe plus. Du bétail qui était dans les maillots, qui est parti avec... alors, vous êtes éleveur, c'est toute votre vie, vous avez 250 bœufs. À cause des inondations, vos bœufs descendent. À cause des températures, par exemple, qui ont baissé beaucoup lors des dernières décades, il y a eu le développement d'épidémies, des épizooties. On parle de certains cas de perte où quelqu'un dans sa ferme a perdu 200 porcs, 300 porcs. C'est de ça qu'il s'agit. Et concernant particulièrement le secteur rural, qui est d'ailleurs le plus vulnérable, et particulièrement dans la zone soudano-sahélienne, où nous avons quand même plus du tiers de la population de la République du Cameroun. Si aujourd'hui, le mil, le maïs, le sorgho, parce qu'il s'est retrouvé dans l'eau et qu'ils ne sont pas des plantes aquatiques, nous savons là que nous risquons d'avoir, par exemple, des problèmes d'insécurité alimentaire. Et au-delà de ça, si vous prenez d'autres éléments naturels tels que les pâturages ne sont pas là, ils ne sont pas faits pour être dans l'eau. Alors, la multiplication des situations d'inondation ici indique que pour le secteur de l'élevage, on aura un gros souci, par exemple, avec les pâturages, donc avec le secteur de l'élevage. Il en est de même dans tous les secteurs du développement, notamment le ici. Le secteur agricole, à Santu, par exemple, on a des champs entiers, des plantations entières qui sont perdues de ce côté-là. Madame, la perte ou bien l'inondation de ces plantations est un indicateur d'un risque très élevé d'une situation d'insécurité alimentaire dans les mois à venir. Alors, nous avons vécu quelque chose dernièrement en Afrique. C'était en Afrique de l'Est. Il y a eu de grandes inondations comme ça au Kenya, Tanzanie et autres, suite aux épisodes El Niño du Pacifique. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu des attaques avec les criquets. Si on faisait juste une lecture comparative, il y a un risque élevé qu'on arrive à ce genre de situation. Donc, tous les secteurs de développement. Madame, tout à l'heure, parlait des travaux publics, des routes qui se sont détruites. Tout à l'heure, monsieur le secrétaire général parlait des situations de choléra. Voilà tous les facteurs qui conduisent au développement d'un certain nombre d'épidémies, notamment le choléra. Donc,
les informations que l'on a produites servent essentiellement à tirer l'attention afin qu'on prenne des dispositions et réduire les impacts des situations. Parce que nous, on ne peut pas arrêter l'inondation, on ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut annoncer que cela va arriver et que cela risque d'avoir des impacts pour la santé, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour les travaux publics, pour ne citer que cela. Alors Joseph, peut-être que c'est le moment de reparler de ces déguerpissements et de ces recasements qui... Peut-être qu'avant d'y arriver, moi je voudrais poser une question assez pertinente, je sais pas, à Madame le directeur de la protection civile. On a l'impression que les populations continuent de rester dans les zones inconstructibles. Au vu et au su de tout le monde, la protection civile n'en parle pas parce que les lits des drains ou des zones marécageuses sont carrément occupés par des personnes qui parfois réussissent même à obtenir des permis de bâtir dans des zones inconstructibles. Ça ne se comprend pas, Madame le directeur. Oui, merci. J'allais justement rebondir sur votre intervention disant que les populations étaient surprises. Je vous dirais que non. Surprise parce qu'elles ne croient pas aux conseils, aux mesures édictées par les pouvoirs publics. Sinon, ces gens savent pertinemment qu'ils occupent des zones dangereuses, des zones à risque. Je dirais, en 2016, nous avons consacré la célébration de toute une journée de prévention des risques de catastrophe à Douala. Nous nous sommes déplacés sur Douala, nous avons réuni tous les acteurs, nous sommes descendus notamment à Douala 5e, on a sensibilisé les populations au fait qu'elles sont exposées aux graves risques d'inondation et puis aux effets secondaires, c'est-à-dire que les épidémies et autres. Et vous savez, les populations sont un peu plus rapides que les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'elles savent qu'ici, on ne doit pas construire, mais elles vont construire parfois de nuit. Et puis, vous savez, les pouvoirs publics... Vous qu'une maison ne se construit pas en un jour, madame. Ils construisent la nuit, ils construisent la nuit et rapidement. Et puis, le temps que les pouvoirs publics s'en rendent compte, le quartier est déjà là. Et puis, vous savez qu'il y a quand même ce petit conflit entre les intérêts sociaux et les intérêts peut-être de protection civile. Parce qu'en même temps, il ne faut pas bousculer la population. Ça aussi. L'idéal serait d'empêcher que ces gens occupent ces zones, mais les pouvoirs publics sont toujours surpris, oui, il y a cette tolérance administrative, mais il y a aussi le fait que les gens, les personnes vont plus vite que celles qui doivent assurer leur contrôle. C'est ça la difficulté. Alors, maintenant, entre la tolérance administrative, Madame le directeur, et la prévention, c'est-à-dire empêcher les populations de s'installer, finalement, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous pensez pour la tolérance administrative, alors vous décidez d'interdire carrément d'utiliser le bâton pour que les populations ne s'installent pas dans les zones à risque? Vous savez, c'est difficile. De toutes les façons, les populations sont déjà là. Alors, ce que les pouvoirs publics font maintenant, c'est de faire attention pour que d'autres zones non constructibles soient occupées maintenant et de prendre des mesures pour déguerpir, parce que c'est l'une des mesures que le ministre de l'administration territoriale, lors de sa descente à Douala, a prise. Déguerpir les populations, mais voir où les recaser, parce que c'est quand même des Camerounais. Il faut donc déjà identifier des zones de recasement avant de les faire partir. Et puis maintenant, prendre des mesures pour que de telles situations n'arrivent plus. Alors vous parlez des recasements justement, Madame le directeur. Il se trouve que dans certaines localités, le gouvernement a justement mis à la disposition des populations des sites de recasement qui ne veulent pas, et ces populations n'acceptent pas de regagner ces sites de recasement-là. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait, on va être obligé d'utiliser le bâton. C'est le cas justement, nous avons vu une communauté comme ça à EDEA parce que le ministre de l'administration, sur très haute instruction du chef de l'État, est descendu et a parcouru toutes les zones qui étaient sinistrées dans la partie sud et se projette maintenant pour la partie septentrionale. Donc nous sommes passés par EDEA et à EDEA, on a vu une communauté qui a été indemnisée et qui devait partir.
mais qui ne partent pas et qui après se retournent vers les pouvoirs publics. Qu'est-ce que nous faisons? Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est le devoir des pouvoirs publics d'encadrer les populations, et c'est pour ça qu'on essaye de polir, d'arrondir les bouts, de ne pas bousculer les gens, mais je crois que le temps est venu pour qu'on le fasse. Alors, vous parlez des hautes instructions du chef de l'État. Ces hautes instructions ont également amené le ministre de l'administration territoriale sur le terrain, qui est allé apporter le réconfort du président de la République aux victimes de ces inondations. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, est en focus dans cette édition de Scène de presse. Le chef d'État, c'est le père de la célérité. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Dès la saison sèche, il faudrait commencer à travailler. Parce qu'à Wonde, il y a des interventions qu'on ne peut pas facilement faire pendant la saison de pluie. Mais il est question maintenant de bien cibler le problème des inondations, ici des draines, des caniveaux, tout ce qu'il faut nettoyer, aménager. Joseph Itoté, peut-être qu'on va encore parler de cette, je ne sais pas si on parler d'insouciance des populations qui ne veulent pas partir de ces zones à risque, peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas le choix. Bon, peut-être pas parce qu'elles n'ont pas le choix. Vous savez, il y a des quartiers à Douala où il vaut mieux vivre, il vaut mieux habiter, même si c'est dans des conditions parfois... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il faut être à Daido, il faut être à Akwa, il faut être à Bonanjo, il faut tout faire pour avoir un lopin de terre de ce côté-là, parce que ce sont des zones favorables à certaines activités, peut-être un peu le commerce, on est proche du centre administratif et tout. Donc les gens s'efforcent d'avoir des lopins de terre là-bas. Il y en a même qui jouent les vendeurs, carrément. Ils savent que c'est des zones inconstructibles, mais ils réussissent à jongler et à vendre. Mais autre chose que nous avons constaté, c'est que, je ne sais pas si d'autres personnes ont fait le même constat, parce que nous sommes descendus sur le terrain, Lucrèce. Les zones, parce que le plan de drainage fluvial de Douala a permis quand même à certains quartiers comme Bipanda de ne pas vivre les inondations comme par le passé. Mais sauf que ce que j'ai pu constater, c'est que dans les zones où il y avait des ouvrages d'art, c'est dans ces deux zones qu'il y a eu, enfin c'est de part et d'autre qu'il y a eu montée des eaux, simplement parce que les eaux partent en amont et arrivent au niveau des ouvrages, et elles sont un tout petit peu déviées par les matières plastiques, les ordures ménagères qu'on déverse dans les drains. Conséquence, il se forme une sorte d'entonnoir à cet endroit. Alors, nous avons constaté cela à Malanga William, c'est un quartier de Bédi, Douala 5e, où il y a un ouvrage d'art, et puis c'est autour de cet ouvrage d'art qu'il y a inondation. C'est vrai que Madame le directeur de la protection civile le disait, cet ouvrage d'art, j'ai l'impression, par rapport au relief, il est un peu plus bas. Je ne suis pas ingénieur du génie civil, mais je crois qu'on devrait le remonter un tout petit peu. Autre chose, au niveau de Sable, il y a eu inondation à Sable, et surtout à partir de l'ouvrage d'art. Il y a un premier pont, il y a un deuxième qui est très surélevé, et lui il est très bien, mais celui qui est plus bas était obstrué par les bouteilles, des déchets plastiques, et l'eau ne pouvait donc pas circuler et est ressortie. Alors je peux prendre des exemples comme ça. Il en est de même pour Grand Moulin, c'est-à-dire au niveau de New Daido, où il y a eu des inondations au niveau d'un ouvrage d'art. Donc ce qu'il faut surtout relever, c'est que les populations ne se rendent pas compte de ce qu'elles font elles-mêmes. Elles déversent en amont des bouteilles plastiques, les ordures ménagères, et elles pensent qu'elles le font très bien. Mais sauf que ces ordures vont encombrer la circulation des eaux au niveau des ouvrages d'art et ne permettent plus le passage. Voilà une des causes principales. Et je crois, beaucoup l'ont compris, et
ça s'est fait voir. Il y en a qui ont même commencé à ramasser ces bouteilles. Mais c'est pas très bénéfique parce que ce n'est qu'un ramassage infime, j'ai envie de dire. C'est déjà ça. Alors, vous avez parlé tantôt de la vente des parcelles de terrain dans des espaces inconstructibles. Et je voudrais me tourner vers Madame le directeur de la protection civile. Vous avez parlé tantôt, Joseph, de ces Camerounais ou alors de ces habitants des zones à risque qui disposent d'un permis de bâtir, qui d'un titre foncier. J'ai envie de poser la question, comment ils ont fait pour obtenir ces types de documents? Comment ils ont fait, sachant bien que les zones sont, ces zones-là sont des zones à risque. Et inconstructibles. D'où viennent ces pièces? Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier ou alors... Oui, maintenant il faut vérifier, comment je vais dire, la légitimité de ces documents. Et puis de toutes les façons, nous savons que partout, nous avons des fonctionnaires véreux qui peuvent se permettre certains actes, qui peuvent être attaqués. Donc ça, c'est pas des actes républicains. Donc c'est des choses à condamner. Et nous savons tous que dans chaque service, vous avez des gens qui ne fonctionnent pas comme ils le font et qui font des choses un peu en dehors de ce qui est prévu. Donc, parfois, ce n'est pas des titres fonciers qui sont reconnus, en fait. Alors, le directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques disait tantôt que l'Observatoire produit des bulletins chaque semaine, des bulletins d'alerte tous les 10 jours, je précise, tous les 10 jours. Et je pense que le dernier bulletin date du 20 août et qui annonce d'autres pluies. Monsieur le directeur général, on ne peut pas se battre contre la nature, on ne peut pas limiter, on ne peut pas arrêter les phénomènes naturels, mais vous faites des prédictions. J'ai envie de demander finalement pourquoi faire? Quelle est l'utilité de ces prédictions-là? Merci madame de me poser cette question. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais revenir aux préoccupations qui ont été évoquées tout à l'heure. D'abord, nous ne pouvons plus fonctionner comme si le climat était le même. Que ce soit dans le cadre de l'aménagement, la construction des drains. Les drains doivent être dimensionnés désormais en prenant en considération les réalités climatiques actuelles. Il en est de même de tout ce qu'on doit faire dans le cadre des travaux publics. Si vous faites un pont en prenant en considération un niveau d'eau d'une rivière, d'un fleuve, dans le contexte des changements climatiques aujourd'hui, la pluie centenaire qui était l'élément qu'on utilisait ne peut plus être l'élément qu'on utilise. On doit aller plus loin que ça. Parce que la perturbation, la modification des conditions climatiques entraîne ici d'autres conditions de travail, de fonctionnement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les appuis qui sont apportés à notre pays par un certain nombre de financiers internationaux, Banque mondiale et autres, exigent la prise en compte de la problématique des changements climatiques. Si on revenait sur d'autres secteurs, le secteur de l'agriculture, on ne peut pas parler d'agriculture de seconde génération, on ne peut pas parler d'émergence en 2035 en utilisant le secteur rural comme la base de notre développement sans prendre en considération véritablement la problématique des changements climatiques. Parce que on ne peut plus dire que le 15 mars, on sème à Yaoundé. Non. Et on ne peut plus dire au nord que on utilise le maïs de 120 jours tout le temps, ou bien le mil de 120 jours tout le temps. D'où l'intérêt de la production des informations. Parce que quand nous annonçons que la date de début des précipitations est autour du 5 mars et non le 15 mars, ou alors autour du 20-25 mars, cela indique aussi la date de début des semis. Quand nous indiquons dans nos informations
que la saison de pluie aura 90 jours, cela signifie que ce n'est pas le maïs de 120 jours que vous utilisiez auparavant que vous allez utiliser cette fois-ci. Vous devez aller à l'IRAD, demander un maïs de 90 jours. C'est ça qui va faire que vous ayez de bons rendements. Ce que nous disons là est valable aussi pour le secteur de la santé, est valable pour le secteur de l'énergie et autres. Donc, notre production d'informations permet aux différents secteurs de développement de s'adapter, de s'ajuster. Et Madame vous le dira, quand on a l'information et qu'on s'ajuste, le coût de l'action, après, il est réduit. Il est réduit, le pays est plus résilient, il est plus résistant. Le coût de l'impact de la situation climatique est réduit. Il n'a plus autant de conséquences négatives sur le développement socio-économique de notre pays. Voilà tout l'enjeu, tout l'intérêt de la production des informations que nous faisons tous les 10 jours. Alors, Madame le Directeur, pour finir, peut-être il va désormais se poser la question de la large communication de ces informations données par l'Observatoire national sur les changements climatiques et même de la sensibilisation des populations, si la sensibilisation seule suffit. Oui, justement, l'Observatoire national sur le changement climatique nous produit des données. Déjà, la transmission de ces données n'est pas, comment je vais dire, n'est pas rapide. Parfois, nous les recevons avec un petit retard. Donc, vous avez raison de poser le problème. Et le temps aussi que nous, on puisse édicter des mesures et envoyer aux autorités administratives qui sont les responsables sur le terrain. Parfois, il y a des pertes de temps. Donc, nous avons besoin, ça c'est vrai, d'une plateforme de communication, dans une véritable plateforme de communication où les informations seront échangées de façon instantanée, sans qu'on ait besoin d'élaborer un document comme ils font, parce qu'ils font des documents physiques. Le temps de les transporter au MINAT, que le MINAT nous les renvoie à la direction de la protection civile. Nous aussi, le temps de concevoir les mesures et d'envoyer à chaque autorité administrative selon les risques de sa localité, ça prend un tout petit peu de temps. Donc, une plateforme de communication serait la bienvenue et renforcerait les capacités de réponse du pays. Et par là aussi la résilience, comme le directeur général vient de le dire. Parce qu'on dit qu'un franc dépensé dans la prévention et la préparation épargne 4 francs qu'on dépense dans l'intervention. C'est bien noté. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Place à la revue de presse. Une signature de Franck Evina. Le chef de l'État aux côtés des victimes des inondations. Les dons de Paul Biya aux sinistrés de Douala et Edea ont été distribués par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji. Une assistance constituée de matériel de couchage et de denrées alimentaires, indique Cameroun Tribune. Même geste de réconfort à Santou, où 185 ménages ont été inondés, d'après le jour. Sale temps pour ces familles, mutation présente le sinistre en visage. Des familles à l'épreuve du nettoyage à Makepe-Misoke et à Kouanor, des riverains délestés de presque tout au quartier Sable, des tonnes de vivres frais détruits au marché Sandaga et des routes effondrées. Et Singang rallonge la liste des dégâts avec la situation d'indigence exacerbée par la montée des eaux dans les quartiers Bilongué et Cité Belge. Là-bas, Paula Tangandji a distribué au nom de Paul Biya riz, poissons, matelas et autres produits de première nécessité. Toujours au nom du chef de l'État, mais sur un tout autre domaine, les héros de la Coupe du Monde Italie 90 ont reçu les clés de leur logement des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Promesse ténue d'après Cameroun Tribune qui signale au passage que Roger Mila et ses anciens coéquipiers, reconnaissant envers le président de la République, ont plébiscité les sites d'Olembe à Yaoundé et de Marga Bakoko à Douala.
Dans les colonnes de mutation, le ministre Nassis Mouele Kombi souligne que l'acte du chef de l'État est une invite au travail, une interpellation pour les plus jeunes, à s'illustrer davantage par l'effort et l'excellence. Des valeurs dont l'emblématique capitaine de cette génération dorée, Stéphane Tato, s'était approprié. Endormi pour l'éternité, le vieux lion a eu droit à des obsèques officielles. Les clés de son logement ont été remis à ses ayants droit, comme pour les autres disparus de l'aventure glorieuse de 90, indique le quotidien Le Jour. La revue de presse était sur la scène. Merci Franck Evina et nous retrouvons tout de suite Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos invités, chers téléspectateurs, bonsoir. On ouvre cette revue des unes avec la sonnette d'alarme tirée par Mutation, année scolaire 2020-2021. Le point d'interrogation en plein préparatif pour Mutation, le système de mi-temps envisagé par le gouvernement pour prémunir les élèves contre le coronavirus est porteur d'incertitudes synthétisées en page 11. L'économie report s'intéresse à la conjoncture qui s'impose à la Sodecotton. Il y a urgence d'une modernisation, l'édification de nouvelles usines impératives et la mise à niveau de l'existant indispensable, à lire dans les colonnes du journal de Thierry Ekouti. Ce que propose l'entreprise Géocoton. Ecomatin évalue les comptes du ministère des Travaux publics sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Discordance sur le point des montants d'avancement financier avec un écart de 23 milliards de francs CFA. Remarque le journal d'Émile Fidiec. Enquête à lire dans le 361e numéro d'Ecomatin. Camer Presse, l'hebdomadaire économique évoque la mise à niveau des entreprises. Ce sont, tout compte fait, 65 milliards de francs CFA. C'est le document, la source, c'est le document de stratégie pour les 3 prochaines années présenté par la directrice du bureau de mise à niveau, Chantal Elombat Mbede à Kribi lors d'un séminaire d'impréhension des journalistes. Cameroun Tribune prolonge la compréhension sur la couverture santé universelle. La machine est lancée avec la signature d'un contrat de partenariat public-privé jeudi dernier. La mise en place de ce système qui vise la facilitation et l'amélioration des soins aborde sa phase concrète. Prochaines étapes déroulées dans le focus du quotidien national bilingue. Prospective nouvelle rappelle le contexte couverture santé universelle au Cameroun, la promesse tenue de Paul Biya. La promesse présidentielle en passe de devenir réalité coûtera environ 1300 milliards de francs CFA. Actualité en plus clair en pages 3, 4, 5 et 9. Ladies News, l'hebdomadaire bilingue d'information d'autonomisation et d'égalité du genre, ouvre sa tribune aux personnes vulnérables avec ce guide validé pour traquer les centres illégaux de prise en charge. 34 participants réunis dans une task force viennent de produire un document boussole qui va permettre d'assainir le milieu de la charité et de l'humanitaire au Cameroun. The Guardian Post presents 22 years old Anglophone who once be as 10 million francs CFA Special ICT Prize. Here is Zumetia Nervis Techop, the winner of the competition for the best ICT project of the year. Zumetia, who hails from Southwest region, was crowned victor of the competition at the end of the second edition of the ICT Innovation Week, an initiative of the Ministry of Post and Telecommunications. Intégration annonce la CEMAC étranglée par les États dans le cadre du financement de l'intégration. Pour preuve, sur un budget de 86 milliards de francs CFA pour l'année 2020, les États membres ont versé 14 milliards 5 millions de francs CFA de contributions sur 6 mois de fonctionnement. Entre janvier 2018 et août 2020, les 6 pays membres de l'institution communautaire accumulent près de 73 milliards de francs CFA d'impayés de cotisations. Et pour finir, le Messager en sait plus sur ces engins explosifs interceptés à Garoua, dans la région du Nord. La cargaison en provenance du Nigeria a été saisie samedi 29 août à Bafan.
Également, autre information à Bafan, le journal de Feu Pius Ndiawe évoque le hold-up qui secoue la chefferie. Voilà, Lucrèce, de quoi s'occuper ce lundi dans les kiosques. Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci Madame le directeur, Messieurs d'être venus. Merci également à Nathalie Mvogo, chef service au poste national de la CRTV et au secrétaire général du ministère de la Santé publique qui était là dans la première partie de cette édition de Scène de Presse. Votre émission est rediffusée lundi à 21h30 sur CRTV News, canal 306. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.